Imaginez, c'est une chaude journée d'été, vous marchez dans la rue et vous passez devant une benne à ordures en décomposition. Une odeur pestilentielle s'en dégage. Sans même y penser, vous vous pincez le nez ou retenez votre souffle le temps de vous en éloigner. Aujourd'hui, ce geste est un réflexe face à une odeur répugnante. Mais pendant 2000 ans, vous auriez retenu votre souffle, convaincu que cette odeur pouvait littéralement vous assassiner. Avant la découverte des microbes, les plus grands savants du monde médical croyaient en la théorie des miasmes. Un fondement médical à la fois terrifiant, d'une logique implacable et pourtant totalement erronée qui a dominé l'histoire de l'humanité. Le miasme, c'était littéralement du mauvais air. La théorie voulait que la matière en décomposition, nourriture avariée, eau stagnante, corps souillé, libère une vapeur toxique. Inhaler ce gaz nauséabond corrompait les organes internes et entraînait la mort. L'odeur n'était pas seulement le signe avant-coureur de la présence de bactéries. L'odeur était l'arme. Et si l'on peut penser que nos ancêtres étaient naïfs d'y croire, il faut essayer de voir le monde avec leurs yeux. Avant l'invention du microscope, l'être humain ne pouvait compter que sur ses sens pour survivre. Et les preuves en faveur de la théorie des miasmes paraissaient irréfutables. Où attrapait-on les fièvres les plus terribles? Dans les marécages humides et nauséabonds. Où les épidémies se propageaient-elles le plus vite? Dans les bas-fonds surpeuplés, fétides et jonchés d'ordures. Où les soldats succombaient-ils aux infections? Sur des champs de bataille empestés par la puanteur des morts. La corrélation était indéniable. Une mauvaise odeur signifiait la mort. Les lieux étaient les bons, mais les coupables n'étaient pas ceux que l'on croyait. On ignorait que les marécages abritaient les moustiques porteurs de la malaria. On pensait que le gaz des marais lui-même était le tueur. D'ailleurs, le mot malaria vient de l'italien médiéval et se traduit littéralement par mauvais air. La théorie des miasmes étant la science admise de l'époque, le monde médical est devenu obsédé par la manipulation des odeurs. Si les mauvaises odeurs apportaient la mort, alors les bonnes odeurs devaient apporter la vie. Lorsqu'on évoque les médecins de la peste du Moyen-Âge, on pense aussitôt à leurs terrifiants masques au long bec d'oiseau en cuir. Aujourd'hui, on suppose qu'il s'agissait d'une sorte de masque à gaz primitif destiné à filtrer les particules contagieuses. Mais ce n'était pas un filtre, c'était un puissant diffuseur de parfums. L'extrémité de ce bec était bourrée de roses séchées, de menthe, de clous de girofle et de camphre. Les médecins pensaient qu'inhaler ce bouquet transformé en arme créait un véritable bouclier dans les poumons, capable de neutraliser l'air toxique avant qu'il ne corrompe le sang. Les gens ordinaires portaient leur propre bouclier miniature. Les plus riches se promenaient avec des pomander ou pommes de senteur, des sphères d'argent creuses remplies d'épices rares qu'ils portaient à leur nez en passant devant une ruelle suspecte. Les plus pauvres se contentaient d'une orange piquée de clous de girofle ou d'une poche remplie d'herbes. Mais parfois, une poignée de fleurs ne suffisait pas. Lorsqu'une grande épidémie s'abattait sur une ville, les autorités déclaraient la guerre à l'atmosphère elle-même. Au XVIIe siècle, lors des épidémies de peste, les autorités municipales ordonnaient de brûler d'immenses barils de goudron sur les places publiques, dans l'espoir que l'épaisse fumée âcre chasserait les miasmes. Si cela ne suffisait pas, on sortait l'artillerie. Les villes tiraient littéralement au canon vers le ciel, convaincus que les ondes de choc et l'odeur de la poudre disperseraient le mauvais air. Cette profonde paranoïa a façonné la vie jusque dans les foyers. Pendant des siècles, l'air nocturne fut considéré comme extrêmement dangereux. Le raisonnement était simple. À la tombée de la nuit, l'air devenait froid, lourd et se chargeait des miasmes qui retombaient. Si un membre de la famille tombait malade, ouvrir une fenêtre pour aérer était considéré comme un acte quasi suicidaire. On clouait les fenêtres, on dormait derrière de lourdes courtines étouffantes et on allumait un feu dans l'âtre même au cœur de l'été. Tout cela pour que l'air mortel de la nuit n'effleure pas la peau. Même Florence Nightingale, la célèbre pionnière des soins infirmiers modernes, était une fervente adepte de la théorie des miasmes. Mais elle en tira une conclusion opposée. Elle conçut des hôpitaux dotés d'immenses fenêtres, placées en vis-à-vis pour créer un puissant courant d'air constant dans les salles. Son but, chasser le mauvais air. Ironie du sort, cette obsession de la ventilation a eu pour conséquence inattendue une chute spectaculaire des infections aéroportées. Elle obtint un résultat parfait, pour des raisons totalement fausses. Mais la théorie des miasmes ne pouvait durer éternellement. La première fissure dans cet édifice théorique apparut à Londres, en 1854. Une terrible épidémie de choléra s'abat sur le quartier de Soho. Les malades meurent en quelques heures. Suivant la logique des miasmes, les autorités recherchent la source d'une odeur fétide. Mais un médecin du quartier, John Snow, remarque un détail étrange. Les victimes ne respiraient pas le même air. En revanche, elles buvaient toutes à la même pompe à eau, sur Broad Street. Snow analyse l'eau, elle est parfaitement claire et inodore. Pour un esprit convaincu par la théorie des miasmes, cette eau est donc sans danger. Mais Snow cartographie la répartition des décès, fait retirer la poignée de la pompe et l'épidémie s'arrête net. La prise de conscience est aussi capitale que terrifiante. La maladie peut se cacher dans ce qui semble propre et inodore. Le véritable assassin est invisible.
Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Le point d'orgue de l'ère des miasmes survient 4 ans plus tard, en 1858, lors d'un événement resté dans les annales sous le nom de Grande Puanteur de Londres. Une vague de chaleur caniculaire s'abat sur Londres. La Tamise, qui sert d'égout à ciel ouvert à des millions d'habitants, se met littéralement à bouillir au soleil. La puanteur est si apocalyptique qu'elle paralyse la ville. Le gouvernement britannique, qui siège au palais de Westminster en bordure du fleuve, est saisi d'une terreur panique. Les parlementaires ont beau imbiber les rideaux de chlorure de chaux pour masquer l'odeur, rien n'y fait. Convaincus que ce mégamiasme va décimer le gouvernement tout entier, ils prennent la fuite. Poussé par cette peur viscérale du mauvais air, le Parlement autorise aussitôt le projet de génie civil le plus rapide et le plus coûteux de l'histoire de la ville. La construction d'un immense réseau d'égouts souterrains modernes pour évacuer les rejets et faire cesser la puanteur. C'est un exploit monumental de génie civil, un exploit entièrement fondé sur une théorie médicale fausse. On a construit ces égouts pour purifier l'air, mais en empêchant les eaux usées de contaminer l'eau potable, on a, sans le savoir, éradiqué à jamais le choléra d'origine hydrique à Londres. Toute l'histoire de la médecine repose sur cette étrange et fascinante ironie. Pendant 2000 ans, l'humanité a combattu un ennemi invisible avec le seul système d'alarme à sa disposition, son odorat. Avec le recul, on sourit des médecins de la peste et de leurs masques fleuris, ou de ces politiciens fuyant un fleuve nauséabond. Mais en vérité, ils n'avaient rien de stupide. Ils observaient le monde avec une acuité née du désespoir. Et nous ne sommes pas si différents. La prochaine fois que vous ouvrirez votre réfrigérateur, que vous prendrez une brique de lait et la reniflerez pour vérifier si elle est encore bonne, pensez à ce geste. L'évolution nous a dotés de ce réflexe de dégoût pour assurer notre survie. Les anciens, eux, en ont simplement fait une religion.